bonjour et bienvenue dans Y a du bruit dans la bobine, un podcast où l'on parle cinéma avec passion, où l'on découvre et redécouvre sans prétention. Ici règne bonne humeur et un brin de mauvaise foi. On n'est pas journaliste et ça s'entend parfois, on est juste deux copains, un micro et des films, et on s'est dit allez hop, partageons tout ça pour le meilleur ou le pire. Aujourd'hui, direction Wuhan, reflet de néon sur l'asphalte détrempé, parapluie fluorescent qui s'entrechoque et une foule électrique qui pulse dans la nuit. Entre polar et poésie, entre réalisme social et film noir, on vous parle du Lac aux oies sauvages, le thriller hypnotique de Diao Yinan. Et pour cet épisode, je suis accompagné de celui avec qui je regarde le plus de films au monde, en dehors de mes chats, Cédric. Et moi, je suis avec celui qui pense que la saga entière Predator est une saga de seconde zone. Salut Manu. Alors, encore une fois, fake news, parce que je n'ai jamais dit ça dans ces termes, enfin bon, bref. Mais bon, t'es pas trop loin quand même. Alors, on sort tout juste du visionnage. Comment ça va, Cédric ? Bah écoute, ça va très bien. Alors, vous l'avez compris, c'est moi qui ai sélectionné le film. Cédric, tu l'as découvert parce que tu ne le connaissais pas. Absolument pas, non. Alors, mais pas du tout. Pas du tout, j'ai jamais entendu parler. Et pourtant, le cinéma asiatique, c'est plutôt mon dada. Mais après, je suis plus cinéma japonais ou coréen. Dans le cinéma chinois, j'ai vu In the Mood for Love ou Limbo aussi de Tsai Chung. D'ailleurs, on reviendra sur ce film-là, parce que je trouve qu'il y a un parallèle intéressant entre Limbo et le Lac aux oies sauvages. Mais non, ce dernier, j'en avais jamais entendu parler. Alors Cédric, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de quoi ça parle, le Lac aux oies sauvages ? Eh ben oui, écoute, l'histoire se déroule à Wuhan, en Chine. On suit le chef d'un petit gang de malfrats qui, lors d'une répartition de territoire pour du vol de moto, ça affronte en fait un autre gang. Et l'un de ces gars tire sur l'un des fondateurs du gang, de l'autre gang. Et donc s'ensuit en fait une idée de vengeance où le chef de l'autre gang va tuer le gars qui allait tirer sur son frère, hein, ses deux frères je crois. Et donc va s'en suivre un affrontement entre le héros et puis ce gars-là, et dans une espèce de course-poursuite, en fait, le héros essaye de fuir, pense avoir en face de lui d'autres méchants, et tire et abat un gars qui s'avère être un policier. Et là, donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un avis de recherche pour le retrouver, et s'ensuit une cavale. Donc c'est un polar. Donc un polar chinois, c'est ténébreux. Toi, t'en as pensé quoi ? J'ai bien aimé. Alors j'ai quelques réserves parce qu'il y a des moments qui m'ont un peu. Il y a des choses que j'aime beaucoup dans le film, et il y a des moments où j'ai déjà trouvé ça un peu long. Il y a des passages où je me dis que c'était un peu. Alors c'est un film très contemplatif en même temps. Venant de toi, il pouvait pas y avoir autre chose qu'un film un peu contemplatif, mais je trouve qu'il y a quelques longueurs. Après, je trouve qu'il y a quelques incohérences aussi. En fait, il y a quelque chose que j'ai bien aimé dans le film, vraiment, c'est que il n'y a pas vraiment de gentils ou de méchants, en fait, dans ce film-là, puisque même les policiers qui le traquent, en fait, sont des vraies pourritures. Vraiment. Sa femme est pas toujours, est pas un personnage non plus ultra gentil. Les gens qui l'entourent, les personnes qui le connaît depuis longtemps, ne sont pas vraiment toujours tous bienveillants. Ils ont une part de gentillesse et une part de méchanceté. Et c'est ça que j'aime dans le film, c'est qu'en fait, il n'y a pas ce côté très binaire en fait qu'on peut retrouver dans certains polars. Et dans Limbo, il y a ça aussi. Le jour où on le verra, tu verras, tu comprendras. En fait, je pense que c'est un film assez social, en vrai, qui raconte, je vais pas dire la perversion, mais c'est tout le monde est attiré à peu près par le gain. Enfin, je pense que c'est une critique de la Chine, parce que Wuhan est très sécuritaire, et en même temps,
on peut pas dire que les flics soit brillent par leur efficacité, même leur intellect. D'ailleurs, il y a une scène qui me fait assez marrer. Il y a deux scènes qui font écho. Au tout début du film, il y a ce que tu disais, c'est ce congrès de malfrats. Donc c'est assez amusant parce que du coup ils expliquent comment détourner tel et tel antivol avec une personne qui montre sur des scooters. Enfin bon, c'est assez rigolo. Et quelques minutes plus tard, quand on comprend que le héros, anti-héros que l'on va suivre pendant tout le film est un fugitif, il y a une réunion de police où ça fait complètement écho en fait à la réunion des malfrats en fait. C'est ce que dit le film, c'est que la société est complètement précaire, pervertie, violente aussi, et que il y a toujours on est toujours la proie de quelqu'un ou le prédateur d'une proie en fait. Alors je suis entièrement d'accord. Après, je dirais que juste ce que filme le réalisateur ici, quand tu parles de critique sociale, c'est qu'on n'est pas dans les centres des grandes mégalopoles de Chine. Alors Wuhan est une grande ville, mais là on est en dehors. On est vraiment dans les coins marginalisés en fait, hein, là où vit les laissés pour compte, vit la pauvreté, Ouais, tout à fait. ceux qui sont complètement laissés seuls à se débrouiller, et la police se débrouille comme elle peut, entre guillemets, entre corruption, maltraitance aussi, hein, pour faire respecter la loi. Et c'est là où en fait la limite entre les malfrats et la loi, elle est hyper mince. Il y a une porosité de toutes les Exactement. classes sociales en fait. Et c'est ce que filme le réalisateur, hein. C'est le film parle de ça, hein. Moi, je suis pas tout à fait d'accord sur ce que tu disais sur les personnages féminins parce que moi, je trouve qu'ils sont très très bons et je suis pas d'accord pour dire que la femme, enfin que son épouse, soit un personnage qui c'est pas une personne méchante en fait. C'est pas le mal, c'est pas. Alors, je parle pas. Alors, bon. Le mot était peut-être un peu fort. Je parle pas vraiment de personnes méchantes, mais il y a toujours cet appât du gain, ce refus aussi de l'aider. Après, à juste titre, hein. Mais t'as pas, je trouve, de personnages qui débordent vraiment de gentillesse dans ce film-là. Eh ben si, moi je trouve que le rôle féminin principal, le rôle de la prostituée, est un excellent personnage. C'est un très très beau personnage parce que je trouve qu'elle arrive. Déjà, elle fait avancer vachement le récit. Et c'est un catalyseur, je trouve, de toute la violence. En fait, elle simplifie vachement ce qui se passe. Ouais, mais ça veut pas dire qu'elle déborde de gentillesse. Ah bah non, mais Elle est à fond. non, mais elle est d'une froideur absolue. Elle est vraiment Et très. l'appât du gain, elle le balancerait sans trop de vergogne, hein. Bon, après, il y a à un moment du film, il y a une petite idylle qui se crée, hein, naissante, tu le sens un peu, la façon dont c'est filmé, etc. Donc, alors, c'est un personnage, en effet, que moi aussi, j'adore, qui est hyper bien caractérisé, qui, en effet, fait avancer le récit. Moi, je trouve que c'est peut-être sans doute même le personnage le plus fort Ouais, du complètement. film. Ouais. En revanche, pas parce que je disais, non, elle est... c'est pas une personne très gentille. Bah oui, mais tu vois, je pense qu'on peut difficilement caler gentil ou méchant, tu vois, ces protagonistes-là, parce qu'en fait, ce sont des gens, comme tu le disais tout à l'heure, hein, qui composent avec la pression qu'ils ont, parce qu'enfin, ils sont tous sous pression. En fait, on parlait de l'épouse, elle est sous la pression de son mari, le fugitif, pour qu'elle se rende à un endroit, parce qu'il y a une histoire de rançon, et bref. On va vous laisser découvrir ça dans le film. Elle a la pression des malfrats, qui ont un avis un petit peu différent que celui du mari. Et puis il y a aussi la pression des flics, hein, qui lui imposent clairement de trahir son mari, puisque, comme je viens de le dire, il y a une histoire de rançon dans le récit. Et du coup, on va comprendre que tout le monde va, à un moment donné, vouloir sa part du gâteau, en fait. Une de mes réserves, justement, qui est, je trouve que à un moment donné, on ne sait plus en fait qui travaille pour qui et qui peut trahir en fait le héros. On va voir, on sait plus à un moment donné si il est avec le héros, s'il est avec œil de machin, je sais plus Je sais pas son non nom, plus. le chef de l'autre gang, ou s'il travaille pour son compte en fait avec la prostituée.
même si le film se raccroche aux branches et finit par nous emmener à une fin que moi je trouve sublime, je trouve que, voilà, il y a un moment donné, on se perd. Ok, bon, avant d'aller un tout petit peu plus loin, juste une petite bio rapide. Diao Yinan, donc qui est d'origine chinoise. Avant de passer à la réalisation, il a surtout été scénariste en fait. Et puis après, il a depuis 2003 en fait sorti son premier long métrage pour démarrer un peu sa carrière. Et puis son quatrième film, Le Lac aux oies sauvages. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un réalisateur assez prodigieux qui travaille vraiment le matériau du polar. C'est vraiment un truc sur lequel il s'engage à fond. Et puis c'est surtout un réalisateur qui a été sélectionné dans les différentes compétitions. Il a été sélectionné pour la Palme d'Or. Alors il est membre de la 6e génération des cinéastes chinois, qui est très très marqué sur le réalisme et l'urbanisme et le crime. Bon, j'ai lu ça sur internet, hein. Donc il dit qu'il s'inspire vraiment du film noir avec les scènes nocturnes, baignées de néon, les atmosphères très oppressantes. Évidemment, on a encore un cliché de anti-héros un peu désabusé, etc., qu'on retrouve dans le film. Et dans ce film, en fait, hein, il explique qu'il compare la Chine contemporaine à un monde où la loi vacille, il explore les thématiques de l'honneur, de la loyauté, et puis des destins brisés. Et Le Lac aux oies sauvages, pour moi, c'est un petit peu la quintessence un peu de tout ça. C'est-à-dire que c'est un film noir, très très noir, très classique quelque part, mais d'une modernité absolue dans l'imagerie, dans la direction artistique, dans certains plans, dans les couleurs, les néons. Il y a vraiment des choses qui sont très, je vais pas te dire pop, mais assez surprenantes. En fait, j'ai l'impression qu'il modernise tout ça et qu'il filme par contre une Chine qui, pour le coup, semble assez sombre et assez triste en fait. Et même daté en fait, hein, je dirais. C'est ça qui est marrant, c'est que, sa mise en scène en effet, fait très, moderne, mais les personnages, les tenues vestimentaires en fait, font plutôt, années, 70-80 quoi. Un peu comme on l'a dans Limo d'ailleurs de Soi Chang, hein. Ouais, et puis moi il y a quelque chose que j'aime vraiment bien, alors c'est vraiment lié au personnage féminin, la prostituée. Elle a une manière presque de se faire photographier. C'est hyper. Des fois, ça me faisait penser un petit peu à Wong Kar-wai quand même, à 2-3 moments avec les couleurs, le côté très rouge de sa tenue ou rose, de sa tenue qui crève un peu l'écran, certaines postures qui font un peu anciennes, qui font un peu. Je sais pas si t'as. Un plan que moi j'ai trouvé sublime, c'est celui de dos avec son chapeau face à la mer. Ah bah oui. Ah oui, mais. Ça, c'est un plan qui est, je trouve, superbe. Alors, il y en a plein d'autres, hein. La photo, elle est quand même dingue. Mais il est vrai que la façon dont elle est filmée en fait avec, je dirais beaucoup de pureté en fait, en comparaison en fait au rôle qu'elle a et À son métier, à son ouais. personnage, à son métier, ouais. Et c'est ça qui est impressionnant. On parlait dans Kikujiro des moments durs filmés avec Mm. beaucoup de pudeur. Et ben là, en fait, son métier et le personnage qu'elle est, qui est pourtant un personnage avec je pense, un passé très rude et un présent qui l'est sûrement beaucoup plus, est filmé avec beaucoup de dignité, en fait. Ouais, et je rebondis, mais je répète un petit peu ce que je disais tout à l'heure. En fait, son personnage sert vraiment de catalyseur. Toute la violence masculine, en fait, elle la transforme quelque part et elle tente de proposer d'autres possibilités, d'autres voies, d'autres chemins que tout simplement la violence basique, crasse et méchante, quoi. Alors, c'est pas là où je voulais en venir quand même. Son cinéma est quand même, en tout cas dans ce film-là, il y a quand même énormément de symboles qui sont assez marquants. C'est quelque chose que t'as pu toi voir. Et bah, il y a des choses qui me restent un peu en suspens et en plein d'interrogations. Il y a des arrêts en fait sur des plans pour montrer des choses dont on ne se sert pas. Et ça m'interpelle beaucoup. Notamment les médaillons avec bon, l'oie au-dessus des vagues que
ou qui rappelle aussi le tatouage, etc. En fait, on n'entend pas forcément parler. Alors, on comprend qu'il y a cette zone un peu de non-droit qui est le lac aux oies sauvages, mais en fait, il y a que quelques personnages qui ont ce symbole-là, mais le rapport n'est jamais expliqué et jamais très bien défini, je trouve. Et c'est un des points justement qui me gêne. Ça te gêne? En fait, oui, ça me gêne parce qu'en fait, dans le principe du fusil de Tchekhov, c'est que si on te montre quelque chose, c'est forcément et qu'on insiste dessus, c'est que forcément, c'est un symbole sur lequel le film va forcément appuyer et se servir un peu plus tard. Là, je n'ai pas vu, ou dans ce cas-là, je ne l'ai pas compris, à quoi servait ce symbole-là dans la suite du film. Parce que, ok, le lac aux oies sauvages, on comprend que, comme j'ai dit, c'est la zone de non-droit, mais pourquoi il y en a un qui a ce tatouage-là, pourquoi il y en a une qui a ce médaillon-là, qu'est-ce qui les lie, pourquoi il y a ce symbole-là sur les jambes, on ne sait pas, parce que tout le monde ne l'a pas, en fait. Encore, il y aurait... tous les personnages qu'on rencontre auraient ce symbole parce qu'ils vivent dans cet endroit très marginalisé, ça pourrait s'entendre, mais c'est pas le cas. Et ça, moi, ça me gêne. Alors, ça m'a pas non plus c'est pas un truc qui a fait que je déteste le film, hein. Mais c'est voilà un autre point où je me suis dit c'est dommage parce que tu me montres quelque chose mais tu le creuses pas. Après, comme on l'évoquait, c'est aussi un film assez contemplatif, donc peut-être, tu vois, il y a peut-être des scènes qui ne servent juste à rien, juste pour accompagner un mouvement, juste pour te mettre dans quelque chose de... Je sais pas, parce que j'arrive pas à comprendre, en fait... Par exemple, le héros, il a loi tatouée sur sa main. Il y a un arrêt, il y a un plan très serré sur sa main qui dure 3 secondes, 3-4 secondes. 3-4 secondes sur un plan comme ça Quand aussi il ouvre la fixe sur un porte, symbole. C'est pas anodin, hein. D'accord. La prostituée sur son sac, elle a un porte-clés ou un médaillon Ah oui, ça, je où il y vois. a le symbole de loi aussi au-dessus de vagues. Et ça, c'est pareil, c'est un plan très serré où on te le montre en fait pendant 4-5 secondes. Et en fait, cette succession de plans sur un symbole récurrent doit avoir pour moi une explication dans le film, ou au moins Mais- quelque chose qui les lie en fait. Et c'est pas le cas. Ou alors je ne l'ai pas compris. Alors, j'ai peut-être un élément de réponse, je suis pas sûr que ce soit vraiment ça, mais en tout cas, pour le médaillon, je pense que c'est une identification de son métier, puisque quand elle fuit à la fin et qu'elle se retrouve dans une usine, Avec les tisseurs. voilà. C'est ça. Et en Ok, fait, oui. il lui dit tout de suite, ah oui, mais toi, tu es une fille du lac, etc. Donc je pense que c'est juste pour identifier en fait sa provenance quelque Alors, part. oui, alors en effet, c'est un point que j'avais complètement Mais- oublié, parce qu'en mais- plus, il lui dit fais voir ton sac. Voilà. Ah, mais t'es une baigneuse. Mais dans ces cas-là, ok, non mais ça, moi j'ai pas de problème avec ça. En effet, je l'avais oublié. Mais lui, pourquoi ce tatouage-là en fait? Parce qu'il ne fait même pas partie en fait. Autant Baba aurait ce tatouage-là parce que lui, il a des baigneuses. Il est proxénète, hein, de Oui. toute façon. Enfin voilà, il aurait ce tatouage-là parce qu'il fait partie de ce milieu-là. Ce serait compréhensible, mais que le héros l'est, ça me paraît bizarre. Ou alors c'est un ancien qui a créé une autre activité au niveau du vol de moto, peut-être plus tard. Mais je trouve ça vachement léger pour faire un plan aussi serré 4 secondes sur un symbole comme celui-ci. Juste pour expliquer, ce que tu parlais des baigneuses, mais pour que ce soit à peu près clair pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas vu le film. En fait, au niveau du lac, il y a ce qu'on appelle des baigneuses. Donc, ce sont des jeunes femmes qui vont se baigner avec des clients, et ce sont des prostituées. Donc, on imagine bien quelles activités elles peuvent avoir dans l'eau. Mais peut-être que c'est juste peut-être une licence poétique, c'est-à-dire que le symbole qui la rattache, elle, en fait, à aux baigneuses, peut-être que enfin, tu vois, comme il y a une espèce d'histoire d'amour entre les deux, ou en tout cas qu'il y a une connexion à un moment donné, c'est peut-être juste poétique, en fait, de faire en sorte que son tatouage de mafieux reprenne un peu c'est mon chat, reprennent le même animal, en fait, quelque part. Peut-être. En tout cas, moi, je sais que ça m'a gêné un peu dans le film. Après, c'est mon côté où, voilà, si tu me montres un symbole, moi, il y a une signification
moins abstraites auxquelles je m'attends. Donc forcément, ça m'a... Et pour cette question de symbole, je disais que il retournait à un état, pas primitif, mais en tout cas qu'il retournait, que le héros retournait à la nature. Mais justement, la nature et les animaux ont une place pour le coup importante. Les tatouages, comme on l'a dit, le titre. Mais c'est surtout que je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est que la nature est le miroir un peu cruel de la condition humaine. Les hommes croient dominer, mais ils sont eux-mêmes traqués et pourchassés comme des bêtes. En fait, dans le film, tout le monde est traqué finalement. Et le lac en lui-même pourrait faire office de refuge quelque part. D'où la cause au sauvage. Peut-être, je ne sais pas. C'est un polar. Il y a aussi pas mal d'actions. Il y a des scènes un petit peu de baston. Il y a des scènes qui sont aussi un petit peu violentes aussi. Qu'est-ce que tu as pensé de cette partie-là ? Est-ce que ça t'a marqué ? Pas plus que ça. J'ai plus l'habitude. Alors dans le cinéma chinois, si je parle vraiment d'action, moi j'ai plutôt été bercé par le cinéma hongkongais, John Woo, etc. Donc en termes d'action, on est sur quelque chose d'un peu plus burné. Même Limbo, de Tsai Chang est beaucoup plus violent et noir que ce film-là. En revanche, j'ai bien aimé notamment la scène de fin et le jeu des perspectives. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, le jeu sur les balcons, les jeux des ombres, quand il court, que l'ombre s'agrandit, qu'on sait jamais trop s'il est proche, s'il est près, quand il se cherche avec le chef de l'autre gang. Il y a une espèce de tension qui s'installe et c'est superbement filmé. Je crois que c'est dans les scènes d'action, c'est vraiment ma scène préférée. Voilà. Après, il y a une autre scène d'action que je trouve ridicule, c'est la mort du jeune au tout début du film. J'ai même dû te dire de revenir en arrière parce que j'étais pas sûr d'avoir bien vu ce que j'avais vu. Ah oui, quand il se fait décapiter par le Fenwick, où je ne comprends pas comment roulant en scooter on arrive à ne pas esquiver un Fenwick au milieu de l'entrée d'un tunnel. Ça me dépasse un petit peu honnêtement. Alors il y avait juste les pales. Les pales. Mais oui. Il ne pouvait voir que les pales. Oui, mais enfin Fenwick quoi. Bref, je t'ai demandé de revenir en arrière parce que j'ai dit mais c'est le gars qui l'a avancé ou ils étaient là ? Non, ils étaient là et lui il a foncé dedans. Pas de tête baissée parce que du coup il l'a perdu, mais. Mais moi la toute première fois que je l'ai vu, je pensais que c'était un câble, tu sais, qui était. Ça aurait été plus logique du coup. Mais c'était pas ça. Ouais, mais il roulait pas assez vite pour, j'imagine. Enfin, je suis pas un spécialiste. Alors, imagine un câble tendu qui coupe une tête, là des pales qui sont beaucoup plus épaisses à la vitesse à laquelle il roule. Ouais. Non, cette scène-là, moi, m'a paru, elle tient pas forcément debout. Elle avait un peu une tête. Ça se fait décapiter, tout ça. Ouais. Ok. Quand tu parlais justement de la scène que t'aimais bien, la poursuite finale, Diao filme la ville comme un organisme complètement malade. Parce qu'on comprend en plus que tout est en train d'être rénové plus ou moins. Donc en fait, ils sont dans un espèce de statut un peu à mi-chemin entre une espèce de ghetto. Et puis en même temps, il le filme avec quand même beaucoup de modernité. En fait, il filme vraiment une ville, une société, mais complètement malade en fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis en plus, sur cette scène-là en particulier, au tout début, quand la scène d'action commence à prendre forme, les perspectives sont bien définies. C'est-à-dire que les balcons, on sait qui est à quel étage. Une espèce de géographie géométrique. Mais bien définie, tu vois. Et au fur et à mesure du film, en fait, on se perd, on devient fou. Parce que le bâtiment, en fait, se transforme avec les jeux d'ombre et devient, en fait, une véritable prison. Et ce que tu disais par rapport à la ville malade, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, ça devient une prison pour tous ces marginaux et c'est pour compte, quoi. D'où l'intérêt de fuir dans le lac aux oies sauvages. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la scène, justement, la scène d'après, la scène au restaurant, où du coup, il a très très faim, ils se retrouvent tous les deux à la fin d'une course, à la fin d'une aventure. En fait, on sait que ça va bientôt se terminer, on sait pas trop comment, mais en tout cas, on sait que le couperet va tomber.
et cette petite scène très anodine où en fait ils partagent un repas. Au début, c'est lui qui mange beaucoup parce qu'il a très faim. Puis après, il partage les épices. C'est des petits gestes très très anodins. Je vais prendre de la sauce. Attends, je vais en prendre aussi. Enfin, de partage. Tiens les baguettes. Mais je trouve ça hyper hyper beau, hyper touchant. De toute façon, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il filme l'héroïne, la prostituée, c'est souvent des beaux moments. C'est souvent très esthétique. Alors le film est hyper esthétique. Je crois qu'il n'y a pas un plan qui est moyen, qui est middle. Enfin, tout est très étudié. Mais dès qu'elle est à l'écran, je trouve qu'elle crève véritablement l'écran. Alors lui aussi, parce qu'il a quand même beaucoup de charisme. Mais elle, vraiment particulièrement, je trouve. Moi, cette scène-là me déçoit un peu sur la fin. Parce que, donc en effet, ils partagent leur repas et il y a la patronne qui dit qu'ils n'ont pas payé. Et donc, elle le regarde, l'air de dire, tu vas payer. Et lui la regarde d'un air, non, c'est à toi de payer. Et là, je me suis dit, en fait, le message qu'il lui fait passer, c'est le moment. Dénonce-moi. C'est le moment, en fait. Et elle va pour payer, et là, on voit la police qui arrive, donc on comprend très bien qu'elle l'a dénoncé. Mais le fait que lui se défende juste après, en fait, on se rend compte que c'était pas attendu, et je trouve ça dommage, en fait. Moi, j'aurais aimé que ce simple regard de cette relation plus naissante entre deux, qui est juste ce jeu de regard en disant, c'est le moment, dénonce-moi, récupère l'argent, et il va le donner à ma femme. Et le fait qu'il se défende, en fait, met à plat tout ce côté qui aurait pu être très poétique. Même si la fin, elle est bien, hein. Il n'y a pas de souci, la course-poursuite dans les rues, etc. Jusque la fin où il meurt, on en a parlé. Mais je trouve que si cette scène-là se serait terminée comme ça aurait été peut-être un peu plus poétique. Et j'aurais préféré. Je comprends ce que tu veux dire, et effectivement, j'abonde à ton point de vue, parce que ça aurait été plus poétique, plus à l'image de certaines envolées qu'on a dans le film, quoi. Surtout qu'en plus, quand elle prend son porte-monnaie, elle le regarde, elle a un arrêt. On sent que ça va lui coûter de le dénoncer. Et avec le jeu de regard juste avant, il y avait ce jeu d'histoire d'amour naissante à vraiment travailler. Bref, en tout cas, bon, ça n'enlève rien au fait que le film est bien, hein, mais c'est vrai que bon... Ouais, mais alors, parce que c'est intéressant de t'écouter en parler, parce que moi, j'avais pas cette vision-là quand je l'ai vu. Moi, quand je l'ai vu, quand il la regarde, c'est plutôt, en fait, non, moi j'ai plus d'argent, c'est tout toi qui as. C'est plus ça que moi que j'ai vu, c'est pas un top départ, c'est plus, non, en fait, je t'ai tout donné, en fait. Donc, meuf, c'est à toi de payer, quoi. J'ai peut-être eu cette sensation-là parce qu'en fait, quand il la retrouve, tu sais, donc avant qu'ils aillent au restaurant, on sent dans le jeu d'acteur, comme tu le dis, il joue très bien, qu'il en a marre, en fait. Il en peut plus. Et que, en fait, il se gave en plus, il se goinfre, hein, il mange beaucoup comme son dernier repas. Et après, il y a ce jeu de regard, ce qui fait qu'il y avait tout, en fait, mis pour le dernier repas du condamné. Après, peut-être que le fait qu'il se défende ne change rien à ma vision et qu'en fait, il veut juste mourir pour en finir. Mais ça me paraît un peu brutal, en fait. Donc, je ne crois pas du tout à ce sens-là, mais je sais pas. Après, c'est pas parce que t'as décidé de terminer le combat que t'as pas envie de le terminer dans la dignité, parce que je pense que c'est ça, il voulait en finir, mais peut-être retourner justement au plus près de la nature plutôt que, tu vois. Ouais, peut-être, je sais pas. Enfin, bon, en tout cas, ça n'enlève rien à la beauté de ce film-là. Vous l'avez compris, hein, c'est quand même un magnifique film, c'est un super beau film. Quand je l'avais vu à l'époque, pour moi, c'était une vraie claque visuelle. J'avais envie de screener à peu près tous les plans, tellement je l'ai trouvé magnifique. Quels sont les plus beaux plans pour toi dans ce film ? Bon, il y en a un que j'ai déjà abordé, hein, qui est le plan de dos, quand elle est de dos, en fait, avec son grand chapeau face à la mer. J'ai trouvé, face au lac, pardon. Je trouvais que c'était un plan qui était
vraiment superbe. J'aime beaucoup la scène de toute fin, quand elle se retrouve avec son ex-femme et que le flic les suit et qu'il a très bien compris, mais qu'il les laisse partir. Je trouve que, enfin, moi j'ai beaucoup aimé cette scène de fin. Bah, ça correspond à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait, les rôles féminins montrent qu'une autre voie est possible que la violence et que Tout à fait. la revanche perpétuelle qui va se gambader. Parce que, et en plus, dans cette fin-là, moi, je suis un peu en tension parce que elle porte l'argent dans son sac, et quand on voit la noirceur de la ville, de tous les gens qui font partie de cette ville, tu te dis, elle va forcément se faire voler son sac, etc. Et j'étais tendu. Eh ben écoute, moi j'ai pas senti cette tension-là à la fin. Et pour quelque chose de bien précis, c'est au niveau de la lumière. Ouais, bah, j'étais sûr que t'allais dire ça. Bah oui, parce qu'en J'en étais fait, sûr. tout le long du film, c'est la pénombre, la noirceur. C'est vrai qu'il y a très peu de scènes vraiment de jour à part la plage. Un peu de pluie, hein. Il y a beaucoup de pluie, tout ça. Et en fait, sur cette fin-là, il y a le soleil. Même la colorimétrie, hein, elle est très sur des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus joyeuses. Donc moi, je n'avais aucune ambiguïté. À la rigueur, ça m'aurait énormément surpris si justement, et ça serait mal fini malgré ces couleurs-là. Mais je trouve que par cette palette de couleurs et de lumière, ça allait forcément bien se finir. Et comme tu le démontres, hein, que la voix féminine est sûrement celle qui devrait être suivie. Ouais, et toi, Manu, dis-moi, quelles sont tes scènes préférées? Parce que je sais que t'aimes beaucoup celle, justement, avec le chapeau aussi, mais t'en as sûrement plein d'autres. Enfin, j'en ai énormément. Alors, le début du film, j'aime. Alors, le tout début du film, la réunion, le congrès, ça me fait rire. Je trouve. En plus, ils ont l'air tous quand même relativement bêtes. Donc ça me fait rire, mais c'est pas une belle scène. La première belle scène, c'est quand ils se rencontrent, en fait. Je trouve qu'il y a un truc un peu du chat et de la souris. Comme lui, il est en planque, il est caché. Il avait donné rendez-vous à sa femme, et en fait, il se retrouve avec une baigneuse, une prostituée, qui prend la place de sa femme. Donc en fait, elle lui explique pourquoi elle est là, etc. Donc il y a un espèce de jeu. C'est le début du film, donc on sait pas qui dit la vérité, si c'est un mensonge, etc. La manière dont la caméra tourne un peu autour d'eux, la manière dont elle s'approprie un peu l'espace, et lui il fuit la lumière pour être dans l'obscurité, pour pas être vu, etc. C'est vraiment, je trouve ça vraiment très poétique, je trouve ça hyper beau. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est une très belle scène, et de plus, j'ajouterais que cette scène-là, d'intro, hein, va poser toute l'ambiance du film, puisqu'elle a tout d'un polar. La pluie, la nuit, les jeux de dos, d'acteurs, tu sais, où ils se tournent autour du pylône, etc. Et on n'en a pas parlé, mais en fait, il y a très très peu de musique dans le film, vraiment très très peu. Abba. Ouais, Abba avec les chaussures qui clignotent. Mais il y a très très peu de musique en fait dans le film, et il y en a à cette scène-là. Et en fait, cette scène-là, vraiment, c'est tu arrives sur le film, tu sais que ça va être un polar. Il n'y a pas besoin, on n'a pas besoin de t'expliquer par A plus B. Hein, c'est toute la mise en scène t'explique l'univers du film. Polar, classique, ultra classique, mais ultra redoutable. Exactement. Moi, il y a une scène aussi que je trouve hyper belle et hyper violente, c'est la scène du parapluie, du meurtre par parapluie. Alors, franchement, je vous laisse la découvrir parce que elle est rude, sanglante, mais en même temps, mais hyper graphique, quoi. Moi, cette scène-là, en fait, me pose quelques problèmes de mise en scène, et la façon dont c'est filmé, en fait. Autant il y a la scène dont tu fais allusion. Je pense que on est d'accord sur l'ouverture du parapluie, c'est très graphique et c'est vraiment chouette. Mais ceci étant, au tout début, la façon dont est filmée l'action m'a posé des problèmes parce que je ne savais pas ce qu'il avait dans les mains, je savais pas ce qui s'était passé, je ne sais pas ce qu'il avait dans le ventre. Non, mais réellement, en fait, j'avais l'impression de voir un plan filmé par Christopher Nolan, quoi. Non, attends.
Quel troller celui-là, c'est pas possible. Non, j'exagère. Bah bien sûr que t'exagères. Non, mais j'aime beaucoup Christopher Nolan, mais il sait absolument pas filmer les scènes d'action. Mais cette scène-là, contrairement aux autres scènes d'action, je trouve qu'elle n'est pas bien filmée en fait, parce que on se perd. Elle reste. En fait, c'est le début de l'action, hein, parce que le reste est graphique et vraiment super sympa. Bon, je vais pas spoiler parce qu'ils me regardent en me disant si tu spoil les gens, je te tue. Mais voilà. Moi, elle m'a gêné. Je trouvais que l'action n'était pas super bien filmée. Et ben moi j'ai aimé pour les mêmes raisons que tu as détesté. Ah. C'est-à-dire que en fait comme on comprend pas, on a un peu peur que l'ouverture, on a un peu peur de savoir qui a pris le coup en fait. Et c'est ça que j'aime bien. Moi j'aime une certaine forme de mystère. Mais moi j'ai bien compris que Cédric il a besoin que ce soit pratico-pratique, que ce soit d'une cohérence absolue, alors que c'est aussi une poésie avec du peut-être je sais pas il y a un peu de hors champ, hein, enfin parce que c'est filmé de manière un peu on a juste la finalité du truc. Ouais, mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'en fait ce plan-là qui dit on sait pas qui a pris le coup ou autre, c'est très consensuel en fait, parce que honnêtement tu sais très bien qui a pris le coup, parce que sinon le film s'arrêterait là. Bah non. Donc si, on sait très bien que arrête, parce que je vais la décrire la scène, tu vois, on va spoiler tout le monde et puis ça va être vite fait. Non mais honnêtement, si on sait très bien qui a pris le coup, il y a pas de secret en fait en soi. Tu peux pas dire moi j'aime bien parce que il y a un peu de mystère. Il y a pas de mystère parce que si c'est le héros, parce que lui il a pris un coup en même temps. Non. Si. Bah revois la scène. Ils prennent tous les deux un coup. Il y en a un qui prend voilà, et le héros prend un coup à ce moment-là. Si je l'ai pas vu, c'est bien que c'est pas bien filmé. Voilà. Ouais, c'est parce que tu regardais ton téléphone. Non, alors là, si on doit se dire qui était sur son téléphone pendant le film, c'était toi. Je couperai ça au montage. Ça va, j'en doute pas à dire. Après, il y a plein de plans que je trouve vraiment, vraiment magnifiques. Alors, je pense que toutes les apparitions de l'héroïne, je trouve ça très beau. Des scènes de scooter nocturnes, où on a juste la lumière des réverbères sur le visage sombre du héros. Il y a plein de plans très graphiques et de l'architecture en fait de la ville que je trouve vraiment magnifique. Il y a un plan où il y a une voiture qui se garde devant un bâtiment qui est encadré en tout cas qui a beaucoup de néons. Ça donne ce côté un peu néo-moderne, futuriste, un peu chelou, mais le tout dans un espèce de presque bidonville, la terre au sol, rien d'autre n'est moderne. Il y a plein dans sa manière d'expliquer, ou en tout cas de filmer la géographie de la ville avec les symétries, des lignes de fuite, etc. Je trouve tous ces plans-là vraiment, vraiment magnifiques. C'est beau et en même temps ça fait un peu froid dans le dos parce qu'on a juste pas envie d'y être en fait. Si, une autre scène que j'adore, c'est quand il court avec les baskets fluorescentes. Les baskets dong. Je trouve ça, il y a plein d'idées comme ça que je trouve folles. Une autre scène, il y en a plein. Hein. Une autre scène tu vas toutes les faire. Parce que je dis ça comme ça, mais Donc il y a une autre scène que j'aime énormément, elle est juste avant la fameuse scène du parapluie, où le gang du héros se retrouve dans une chambre. Déjà le plan est complètement fixe, c'est-à-dire qu'ils ont tous des positions presque un peu de pub en fait, c'est vraiment complètement figé, c'est assez intéressant. Il y a une espèce de filtre très très rose et eux ils sont presque en ombre. Je trouve que ce plan est vraiment esthétiquement hyper beau. Donc on va clôturer avec le presque mot de la fin. Et comme c'est moi qui présente la règle, c'est que je dois me taire pendant la sentence. En résumé, Cédric, tu le recommanderais ce film ? Alors je recommande de voir Le Lac aux oies sauvages. C'est un film qui est extraordinaire de par le sujet qu'il aborde, sa mise en scène, sa photo.
empreint de poésie. Je trouve que même s'il y a des choses qui m'ont, quelques petits trucs qui m'ont gêné dans le film, ça reste je pense, une grande œuvre. Et je recommande chaudement de voir ce film, surtout si vous êtes fan de cinéma asiatique, chinois, coréen, japonais, hongkongais, etc. Le film est disponible en DVD et en VOD sur vos plateformes préférées si jamais ça vous a donné envie. Alors, on a bouclé le film du jour, mais pas l'épisode, et à la fin de chaque épisode, on aime vous glisser une petite ou plusieurs petites recos sorties de derrière les fagots pour prolonger le plaisir. Alors, Cédric, est-ce que tu as des recos ? Eh bien, j'ai une reco. Alors bon, on connaît mon côté fan de cinéma d'horreur et fantastique. Alors, Mais est-ce que c'est des zombies, encore une fois ? Non, pas du tout. Oh. Mais on connaît peut-être un peu moins aussi mon côté fan de films d'action et surtout de cinéma d'action hongkongais. Donc je vous recommande chaudement de voir Time on Tides de Tsuark, qui est un film d'action complètement barré. Ça part dans tous les sens. On a l'impression que le scénario il a été écrit au fur et à mesure que le film était réalisé. C'est une petite bombe et je recommande chaudement de voir ce film, donc Time on Tides de Tsuark. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Y'a du bruit dans la bobine. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter qu'on en a eu nous à l'enregistrer. Merci Cédric. Merci Manu. Retrouvez-nous sur votre plateforme préférée. Mettez des étoiles, des cœurs, des pouces ou peut-être même des petits néons si ça vous chante. Parlez-en à vos potes, votre famille, vos collègues ou même votre chat. Qui sait ? Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Allez, salut ! Salut ! Salut. Salut. Oh, trop mignon.